Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, le point de presse du procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette suite à la découverte de 70 000 cartouches de calibre 12 dans un accident de circulation sur le tronçon Savalou-Bantais continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Nous en parlerons dans la rubrique débat de ce matin avec pour invité Mathias Sossou, directeur de publication du quotidien Le Gongoneur, et sera face à un autre directeur de publication, celui du journal Nouvelle Mutation, en la personne de Isiaka Kochoni, avec l'islamologue Bachirou Lassisi, qui est également secrétaire général de l'Association mondiale de l'appel à l'islam. Nous évoquerons le sens, les conditions et les vertus de la Zakatul Fitr dans le mois de Ramadan. Dans le bulletin matinal d'information qui sera présenté par Atifa Olafa, vous aurez des précisions au sujet du décret présidentiel qui consacre Paul Rompin, secrétaire exécutif national du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, comme chef de file de l'opposition politique au régime de Patrice Talon. La communauté internationale a célébré hier 3 mai 2021 la 30e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse. À suivre à cet effet les impressions de Zakiatou Latunji, présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB, et celle de Basile Chibozo, président de la plateforme des promoteurs et acteurs pour le développement des médias au Bénin PADEM Bénin. Dans un tout autre registre, les étudiants de la promotion Saint-Benoît, deuxième de l'école d'initiation théologique et pastorale de l'archidiocèse de Cotonou, ont renouvelé leur profession de foi baptismale et ont eu à prendre des engagements lors d'une messe d'envoi en mission tenue sous l'égide de l'archevêque de Cotonou, Monseigneur Roger Rumbedji, et le père Rodrigue Gbedjinou, directeur de l'EITP. Mais avant tout ceci, chers amis internautes, vous aurez droit à la présentation de quelques titres parus ce 4 mai 2021 au Bénin en fin d'émission avec Nasrine Fatoumi. Chers amoureux du Zodiaque, vous aurez les prédictions du jour pour les 12 signes, à savoir Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Chers amis du Zodiaque, soyez impatients, c'est dans un instant les prévisions astrologiques du jour. Le décor ainsi planté, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant, juste après ce jingle, pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: consolidation de la démocratie en République du Bénin. Paul Rompin, nommé chef de file de l'opposition, il reconnaît et salue le courage du président Patrice Talon pour la prise de ce décret. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard qui nous titre ce mardi en deuxième de titre à la une: Journée internationale de la liberté de la presse. Message du président du CNP à Bénin à l'endroit des journalistes, lequel message est relayé à la page 4 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de l'informateur de ce matin: conseil des gouverneurs de la BIDC, le Romuald Wadaï porté à la présidence. Le Bénin à nouveau honoré. Des précisions sur cet honneur à la page 5 de la parution de ce matin de l'informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, chers amis internautes, on vous invite à découvrir dans l'école de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Info Matin, titre en manchette ce matin: quinquennat 2021-2026, lentement et sûrement, Talon 2 se met déjà en place. Des précisions à travers l'article du confrère à la page 3 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent à Le Béninois libéré, qui nous titre ce jour en manchette: nomination du chef de file de l'opposition au Bénin. Les premiers mots de Rompin: comme Gandhi, il prône déjà la non-violence. L'intégralité du décret numéro 2021-183 du 28 avril 2021 et de la loi 2019-45 du 25 novembre 2019 sont à découvrir à la page 8 de la parution de ce matin du quotidien Le Béninois libéré. Découverte de ses espoirs d'un avenir meilleur pour le Bénin. Qui est Yves Volodi-Sourou? Son portrait est fait dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré. Matin libre en manchette de ce matin parle de l'université George Washington aux États-Unis. Komi Kouché, docteur en finance, mention très honorable avec félicitations du jury. Et la planché sur comment contrôler le déficit budgétaire dans les pays de l'UEMOA. Des propositions pour une manipulation éclairée des investissements. Prix d'excellence de thèse avec éligibilité. Un homme aux capacités extraordinaires selon l'administration américaine. L'enfant d'Atoko Libé poursuit son projet de vie. Vouloir ses pouvoirs, d'ici l'homme, une leçon d'endurance pour la jeunesse béninoise. L'article de Le Matin Libre à ce sujet est publié à la page 2 de sa parution de ce matin. Le pays émergent nous titre à la une ce matin: recomposition du paysage
politique béninois, Paul Hunkpe, nommé chef de file de l'opposition. Le décret qui le consacre chef de file de l'opposition est publié à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de Le Pays émergent de ce matin, poursuite de Rekiat Madougou. Maître Antoine Veil dénonce l'émission de Patrice Talon dans la procédure. Ses propos sur Radio France Inter hier sont relayés à la page 2 de la parution de ce matin de Le Pays émergent. Invité sur les médias étrangers, les clarifications de Patrice Talon sur l'actualité au Bénin sont relayées aux pages 9, 10 et 11 de la parution de ce matin de L'Économiste. La boussole nous titre à la une ce matin, persistance de la Covid-19 au Bénin, 100e cas de décès enregistré, 132 cas confirmés sous traitement. Des précisions sur les nouveaux chiffres liés au bilan des infections à la Covid-19 au Bénin à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien La Boussole. Toujours à la une de La Boussole de ce matin, aussitôt choisi comme chef de file de l'opposition, Paul Hunkpe dévoile sa stratégie. Nous allons être l'oreille et la voix de l'opposition partout où besoin se fera, a-t-il laissé entendre. Retrouver ses premières impressions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien La Boussole. Le routier, dans la même veine, titre ce matin en manchette, consolidation de la démocratie au Bénin. Paul Hunkpe devient le tout premier chef de file de l'opposition. Il entend œuvrer à être à la hauteur de la mission. L'article du confrère est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Routier de ce matin, Béchir Ben Yamed, fondateur de Jeune Afrique, est décédé. Des détails sur son parcours élogieux dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Routier qui lui rend un vibrant hommage ce matin dans sa parution du jour. La Dépêche en manchette ce matin parle de Journée mondiale de la liberté de la presse 2016-2021. Le Bénin a perdu 36 places. Le code du numérique, cheval de Troie contre la liberté de la presse. L'article du confrère est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. 3 mai 2021, déclaration du président du CNP à Bénin à l'ensemble des acteurs des médias du Bénin, laquelle déclaration est relayée également à la page 7 de la parution de ce matin du quotidien La Dépêche. Le quotidien Le Matinal nous titre en manchette ce matin, nomination du chef de file de l'opposition, les raisons du choix de Paul Hunkpe, une première au Bénin, titre Le Canard, des précisions aux pages 6 et 7 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, atténuation de l'impact du Covid-19 au Bénin. Plus de 35 000 micro et petites entreprises bénéficient de subventions de la Banque mondiale. Plus de 35 000 micro et petites entreprises bénéficient de subventions de la Banque mondiale. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal. La guérite en manchette ce matin après sa démission du parti politique Bloc républicain. Jean-Michel Abimbola, partagé entre l'Union progressiste et le Parti du renouveau démocratique PRD, s'interroge le confrère. Son article à ce sujet est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Et puis, le quotidien national de service public pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Développement inclusif. La leçon de Patrice Talon est publiée à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien national d'information qui titre également à la une ce matin, gouvernance du Bénin pour 2021-2026, les grandes attentes du nouveau quinquennat qui sont relayées à la page 2 de sa livraison de ce matin. C'est tout pour la une des journaux de ce matin, chers amis internautes. Nous installons à présent à Tifa Olafa pour la présentation du bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. Paul Hunkpe, secrétaire exécutif du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent, est désormais le chef de file de l'opposition béninoise. C'est par décret numéro 2021-183 en date du 28 avril 2021 que Paul Hunkpe a été nommé chef de file de l'opposition béninoise. Une nomination qui s'inscrit dans le cadre de la loi numéro 2019-45 du 25 novembre 2019 portant statut de l'opposition en République du Bénin. Paul Hunkpe est candidat des FCBE au poste de vice-président du duo Soumanou-Hunkpe à l'élection présidentielle du 11 avril dernier. Pour rappel, le parti Force Cori pour un Bénin émergent est arrivé deuxième avec un suffrage de 11,36% à l'issue de la proclamation des résultats définitifs du scrutin. La communauté internationale a célébré hier lundi 3 mai 2021 la 30e journée internationale de la liberté de la presse. En cette occasion, l'Union des professionnels des médias du Bénin a adressé un message à l'ensemble des acteurs des médias et à tous les partenaires sociaux des médias à travers la présidente Zakiat Latundi. Suivez ici la quintessence de son message au micro de Carles Kitome et Nadège Amoussou. La communauté internationale célèbre ce 3 mai
la Journée internationale de la liberté de la presse autour du thème « L'information comme un bien public ». Né des entrailles de l'appel des journalistes africains en 1991, ont proclamé la déclaration sur le pluralisme et l'indépendance des médias. Cette journée annuelle est une heureuse occasion de réflexion sur l'état de la liberté de la presse à travers le monde, de célébration des avancées en faveur des médias et de sensibilisation aussi bien des gouvernants que des citoyens sur l'importance de l'indépendance des médias dans l'édification d'États démocratiques, mais aussi de souvenirs et d'hommages à l'endroit des journalistes censurés, emprisonnés, assassinés ou décédés au travail. Au Bénin, la liberté de la presse a été mise à rude épreuve ces dernières années à travers la restriction progressive et continue de la liberté d'expression, notamment par une application erronée de la loi portant code du numérique, avec pour corollaire une remise en cause de la dépénalisation des délits de presse qui se traduit donc par l'interpellation et l'emprisonnement de journalistes dans le cadre de leurs activités professionnelles, la suspension et ou la fermeture d'organes de presse et bien d'autres encore. Toutes choses qui semblent justifier la chute continue de notre pays, longtemps cité en exemple sur le continent comme un modèle de démocratie. À titre illustratif, le classement mondial de la liberté de la presse édition 2021 de Reporters sans frontières range ainsi le Bénin au 113e rang sur 180 pays et territoires évalués, soit un recul d'une place en comparaison à l'édition 2020 du même exercice. Dans son message à cette occasion, le secrétaire général des Nations Unies, a fait observer à juste titre, je cite, « Dans de nombreux pays, ces hommes et ces femmes, rien qu'en faisant leur travail, s'exposent personnellement à de grands risques, restrictions inédites, censure, mauvais traitements, harcèlement ou détention, allant jusqu'à mettre leur vie en péril. » Face à cette situation peu réluisante pour notre pays et prenant la mesure de sa mission d'œuvrer à la sauvegarde de la liberté d'expression au Bénin, l'Union des professionnels des médias du Bénin s'est évertuée, avec le soutien technique et financier de ses partenaires, à sensibiliser et à former les acteurs des médias ainsi qu'à mener divers plaidoyers à l'endroit des gouvernants afin de rappeler l'importance d'œuvrer à une presse davantage professionnelle et surtout à garantir l'indépendance de la presse dans notre pays. C'est le lieu pour l'Union des professionnels des médias du Bénin d'adresser ses vives félicitations à tous les acteurs des médias et à les encourager à poursuivre sans relâche leurs efforts visant à faire de la presse une pierre angulaire de la démocratie au Bénin. De même, est convaincue que l'information est un bien public, elle exhorte les pouvoirs publics, gouvernements, parlements, institutions de la République et les partenaires au développement du Bénin à se joindre à elle pour défendre la liberté, l'indépendance et la diversité des médias et garantir à la presse béninoise un environnement favorable à son essor. Le président de la PADEM, Basile Chibozo, a également saisi l'ensemble des acteurs des médias, les pouvoirs publics et les partenaires sociaux pour une renaissance de la presse béninoise, jadis citée en exemple sur le continent. Il est au micro de Carles Kitomen et Quentin Amoussou. Je voudrais lancer un appel au niveau de la HAC pour que le processus de délivrance d'accords de presse soit rapide, soit immédiat, soit automatique. Qu'on n'attende pas avant de lancer les appels
pour que les gens postulent. Parce que sans ça, un journaliste n'est pas un journaliste. Il n'a pas besoin de savoir tout ce que les journalistes ont contenu parce qu'ils n'ont pas leur carte de presse, parce qu'ils ont expiré, ils ont fait une publication et ça les a menés au tribunal. Je ne vous donnerai pas de nom, mais vous savez ça. C'est important pour la qualité et pour la vie du journaliste. Nous ne sommes journalistes que quand on a la carte de presse. Donc je vais lancer un appel à la HAC pour que cette accélération soit de mise. L'autre appel que je vais lancer à la HAC, c'est la mise en place du fonds d'appui au développement des médias qui a été voté par la loi 2015 déjà, dans son article 39, qui met l'accent sur le fonds d'appui au développement des médias. C'est ce fonds-là qui nous permettra de lancer les grands projets structurants. C'est ce fonds qui permettra aux associations fêtières de vivre. C'est ce fonds qui va nous permettre d'avoir la régie, d'avoir la centrale d'achat, d'avoir la possibilité d'avoir des imprimeries nationales, d'avoir des groupes de presse et d'avoir une presse véritablement débarrassée de toute injonction financière ou de toute récupération politique. Sans ça, on ne pourra véritablement pas s'en sortir. Et professionnels, et patrons de presse, et acteurs des médias, nous devons tous nous unir en lien avec l'association fêtière pour que le gouvernement puisse essayer de commencer par regarder dans notre direction afin que ces choses-là soient de mise. Moi, j'ai un fort espoir que ça va se faire. Envers le ministre de la Communication, je salue un peu l'initiative de la régie publicitaire qui a été lancée. Je souhaite que cette publicité soit aussi une effectivité pour qu'il y ait une de justice au niveau de la publicité dans le pays. Bon, pour finir, c'est aux acteurs des médias eux-mêmes pour dire que l'espoir est toujours permis. Loin du fatalisme et du découragement, moi, je pense que l'espoir est permis. Il faut se battre. Parce que quand je vois un peu le travail que nous avons abattu pour les élections communales, législatives, en plein Covid, mais on doit se tirer les chapeaux. Quand je vois le travail que nous avons abattu pendant la période électorale pour les présidentielles 2021, c'est élogieux. Parce que de jour comme de nuit, même sur les champs de bataille difficiles, dans les zones difficiles, compliquées de violence, après c'était là pour regarder les choses. Les 63 disciples d'Emmaüs de la seconde promotion de l'école pastorale théologique, de l'école d'initiation, théologique et pastorale de l'archidiocèse de Cotonou ont été envoyés en mission à travers une messe d'envoi en mission présidée par l'archevêque de Cotonou, Monseigneur Roger Hongbeji. Ces étudiants ayant validé toutes les étapes de la formation à l'EITP ont renouvelé leur profession de foi baptismale et se sont engagés en donnant le bon exemple de vie chrétienne à participer à la prière et l'action, à la vie de l'Église et à la transformation de la société au regard des défis de notre temps. Je vous invite à suivre un extrait des propos du directeur de l'EITP, Père Rodrigue Bouedjenou, après la remise des insignes distinctifs d'appartenance et de reconnaissance. Il est au micro d'Abdelkader Achiro. À eux comme à nous, tu rappelles, Seigneur, les œuvres de Saint-Benoît, et de manière encore plus profonde, durant leur retraite prêchée par le Père bienvenu à Apollo. Ces disciples ont mieux compris la nature de régénérescence intérieure de ta parole, la puissance d'amour indépassable de la folie de la croix, unique modalité du vrai changement, et l'urgence de la charrue, expression du travail, de l'inventivité, de la créativité et de l'ordre que donne l'esprit. Aide-les, Seigneur, et aide-nous tous à oser vivre la différence chrétienne, ici et partout, maintenant et à jamais. Béni sois-tu, Seigneur. En te bénissant pour ces disciples, je te bénis aussi pour ceux qui les ont devancés et qui, après leur messe d'envoi du 2 août dernier, se sont réellement engagés sur leur paroisse, dans leur groupe, et surtout pour ceux qui, au-delà de leurs occupations familiales et professionnelles, se sont rendus disponibles comme bénévoles à l'école, comme membres de diverses commissions, comme animateurs de communication au nom de l'école dans les paroisses. Certains parmi eux ont accueilli les nouveaux, créant ainsi une chaîne de disciples. Certainement, Seigneur, pour notre Église et par notre Église,
tu façonnes une nouvelle phalange de chrétiens engagés par toi et pour toi, et fiers de leur foi. Par ta grâce et sous ton inspiration, quelque chose certainement l'est. Bénissons alors le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour ces lieux où nous sommes, et pour ce que le vol de la main de tes servantes et serviteurs a réalisé ici. Ce que tu as réalisé par notre couronne. Tu le sais, Seigneur, ce bâtiment en réhabilitation a été entièrement financé par la générosité et le dévouement des disciples d'Emmaüs de l'école et de leurs amis et connaissances, dont certains sont ici présents. Discrète consolation, dont tu as la secrète attention. Bénis-les tous et chacun, non seulement à la mesure de leur générosité, mais à la mesure sans mesure de ta grâce. Bénis aussi les deux disciples qui suivent avec détermination, passion et abnégation les travaux sur ce chantier. Nous sommes en chantier comme chacun de nous est un chantier du Seigneur. Et le niveau où nous sommes parvenus semble alors une parabole que tu nous donnes. La nécessité de savoir finir ce que nous commençons. Car toi, tu achèves toujours en nous ce que ta grâce initie et accompagne. Frères et sœurs, et si nous faisions tous et chacun un effort pour achever le réaménagement de ce bâtiment, nous en sommes capables. En comptant sur le Seigneur, qui nous demande de compter aussi sur nos propres forces, celles qu'il nous accorde. S'il est sage de tenir cacher les secrets du roi, il est impérieux de proclamer les bienfaits du Seigneur. Quand j'avais proposé ce 7 février, il y a moins de 3 mois, cette opération, c'était une provocation à la Providence. Et aussitôt après la messe, devant la grotte Maria d'Auquier, une personne s'était approchée de moi et avait promis sa part, donnée aussitôt le lendemain. Et depuis lors, frères et sœurs, je ne rêve pas forcément de la même situation aujourd'hui, mais qui sait? À sa suite, je vous invite à suivre l'archevêque de Cotonou, Monseigneur Roger Hongbeji, qui rappelle à ses disciples d'Emmaüs le sens de leur engagement. C'est dire tout le sens de ce que vous devenez, chers étudiants, chers disciples, après avoir accueilli la bonne nouvelle à travers tous les enseignements reçus. Cette bonne nouvelle doit pouvoir vous transformer aussi, doit pouvoir changer quelque chose dans votre vie, doit pouvoir basculer votre vie, de sorte que vous soyez d'autres chrétiens, un autre Christ ou d'autres Christ pour notre monde. Le passage par l'ITP doit conduire chacun de vous à renouveler entièrement sa vie et sa manière de se positionner dans le monde. Et le point crucial sur lequel le texte attire notre attention, c'est comment vivre l'amour de Dieu. Nous ne pouvons pas rencontrer le Christ sans vivre son amour. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on est. Le Christ, c'est celui qui nous apprend à se dépouiller complètement de sa vie, comme nous l'avons vu le dimanche dernier à travers l'image du bon berger. Il est prêt à donner sa vie. Il est libre de donner sa vie et de la reprendre. Et c'est en donnant totalement sa vie aux brebis qu'il leur apporte une nouvelle vie. Et c'est là le sens profond de l'amour. Et Saint Jean, dans la deuxième lecture de ce jour, nous dit, eh bien, aimons non pas en parole, en discours, mais en acte et en vérité. Et c'est ce que vous êtes appelés à devenir, chers étudiants, chers disciples. Après avoir rencontré ce Christ qui aura basculé toute votre vie, vous êtes appelés à donner un vrai sens de l'amour qui vous a communiqué par son Esprit Saint et à le manifester dans tous les secteurs de la vie.
dans votre vie familiale? Comment vivre véritablement l'amour dans votre vie familiale? Comment transmettre cet amour à votre femme, à votre époux, à vos enfants, à travers l'éducation que vous donnerez aussi aux enfants, l'affection que vous leur manifesterez? Eh bien, c'est un amour qui doit s'entrer dans le Christ. Et si le Christ n'est pas véritablement en communion avec vous, ne demeure pas en vous, vous ne sauriez transmettre adéquatement un tel amour. Vous ne pouvez le vivre de façon efficace, de façon à pouvoir donner une nouvelle vie aux autres. Vous êtes appelés aussi à témoigner de cet amour dans la vie professionnelle, en société. Dans notre société aujourd'hui, où nous sommes toujours tentés de nous replier sur nous-mêmes en recherchant nos intérêts les plus primaires, nos intérêts privés, au détriment du bien commun. Comment devons-nous nous engager pour un devenir meilleur de nos sociétés africaines, mes chers frères et sœurs? Comment devons-nous nous engager pour aider nos pays à relever la tête, pour se construire dans le sens de cet amour, ce détachement total de nous-mêmes, cette abnégation qui nous permet de donner une nouvelle vie à nos sociétés? Oui, chers étudiants, chers disciples, le lieu où le Christ vous envoie, c'est véritablement notre société d'aujourd'hui. Vous êtes appelés à vivre pleinement votre foi au cœur de cette société, au cœur de nos sociétés, de sorte qu'elle puisse reprendre un nouveau visage. Parlons sport à présent. Pour terminer ce bulletin matinal d'information, la Super League Pro a changé au leadership au terme de la 5e journée disputée ce week-end. Beke FC prend seul les commandes après sa victoire 3-1 face à Eusao FC au stade Désiré Sakakina de Kandi. Les guerriers de Bembereke comptent désormais 10 points. Eusao FC, premier avant cette journée, chute à la 4e place. Les Buffles FC du Borgou, 3 buts. Les Buffles FC du Borgou ont étrié Damissa FC de Ndali, 3-0 à Parakou et grimpe à la 2e place au classement. Requin FC est allé accrocher Ayema FC au stade Jean-Pierre de Gascon de Pobet. 0 but partout, c'est le score qui a sanctionné cette rencontre. Ayema FC a raté un pénalty en début de la seconde période par l'entremise de Junior Olaïtan. Suivez les impressions des deux entraîneurs urbains Confort d'Ayema et Moudachiro Amadou de Awisiwasa au micro de Setondelarius Adjagbeno. Pour gagner un match, il faut marquer des buts et malheureusement, on n'a pas marqué. On a eu beaucoup d'opportunités pour pouvoir marquer ce but, mais malheureusement, ce n'est pas venu. On a fait plus de maladresse. Les enfants ont bien joué. Ils ont apporté beaucoup plus de danger devant le but adverse, mais malheureusement, le ballon n'est pas rentré. On a même eu un penalty qu'on pouvait transformer. Malheureusement, notre meilleur tireur, il met le ballon au-dessus. Mais bon, c'est football. Il y a des moments comme ça où chaque équipe a sa période, on va dire cause. Ça fait 4 matchs pour nous, ça fait 2 victoires et puis voilà, une défaite et un match nul. Il faut vite se relancer pour que cette spirale négative ne dure. Nous sommes à moitié satisfaits. Bon, à la première partie, je vois qu'ils nous ont tellement dominés. On n'a pas pu faire le match à la première partie. Mais la deuxième partie, on a essayé de faire quelque chose, de faire circuler le ballon. Jusqu'on a pu marquer quand même un but que l'arbitre n'a pas pu accepter. Mais je pense qu'au niveau de l'arbitrage, il a beaucoup à faire encore. Au niveau de notre championnat, quand nous voyons les arbitrages comme ça, des fois ça met l'effort que les joueurs sont en train de faire, ça les décourage un peu. Et ce sera tout, chers internautes, pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Chers amis internautes, vous retrouverez à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur Eusao TV. Billy Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur Eusao TV. Nous sommes bel et bien mardi. Nous passons à présent à l'invité spécial Ramadan de ce matin sur Free Matin. Bachir Oulassissi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous sommes là ce matin pour parler de la Zakat al-Fitri. Dites-nous d'entrée de jeu, c'est quoi la Zakat al-Fitr et quelle est sa portée dans le mois de Ramadan? Merci beaucoup. La Zakat al-Fitr en islam, c'est l'aumône que le musulman donne vers la fin du mois de Ramadan. Et l'aumône
c'est destiné à purifier le jeûne que le musulman a observé durant le mois de Ramadan. Au fait, lorsque nous jeûnons, il y a des actes que nous commettons involontairement, des péchés que nous avons commis sans l'intention. Alors, la zakat, lorsque nous donnons l'aumône que nous appelons la zakat al-fitr, ça nous préserve de tous ces péchés et ça fortifie le jeûne pour nous, et le jeûne est accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeûne est accepté par Allah, mais dites-nous, est-ce que ce jeûne est cette aumône est différente de celle qui doit être faite de façon cyclique? Oui, au fait, la zakat al-fitr est différente de la zakat proprement dit. Nous avons la zakat, l'aumône, qui est un des 5 piliers de l'islam, qui est différent de cette zakat que nous sommes en train de parler, qui est spécifiquement pour le mois de Ramadan. Alors, qu'est-ce qui fait sa spécialité, sa spécificité? Oui, d'accord. Au fait, ça a été instauré ou bien ordonné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, juste dans le but d'accompagner les frères musulmans pauvres pour pouvoir vivre la fête d'Eid el-Fitr, la fête du fin du mois de Ramadan. C'est pourquoi la première condition, ou bien celui qui doit donner cette zakat, doit être d'abord quelqu'un qui a suffisamment une quantité de nourriture donnée, qui va le suffire le jour jusqu'à la nuit du jour de la fête, lui avec sa famille. Alors, si déjà on a cette quantité, donc ça revient à cette personne nécessairement de donner la zakat al-fitr. Donc, c'est pour accompagner les pauvres. C'est pour accompagner les pauvres pour la fête. Pour la fête. Pour la fête. Oui. Alors, cette zakat al-fitr, est-ce que, comme on dit que c'est pour accompagner les pauvres musulmans pour la fête, est-ce qu'elle peut se manifester à travers des dons de vivres, des dons de tissus, des dons de tout ce qui concourt quand même à une très belle fête? Oui, selon la tradition islamique, la zakat al-fitr, c'est uniquement pour les vivres. C'est-à-dire les tissus, les habillements ne sont pas concernés. Et les vivres que nous donnons... Mais si j'ai une famille en face de moi, par exemple, qui est dans le besoin et qui doit fêter, est-ce que je ne peux pas leur offrir des tissus, des pagnes pour quand même qu'ils aient de belles apparables le jour de la fête? Bien sûr que oui, mais ce n'est pas de la zakat al-fitr. Vous pouvez ordonner, vous pouvez faire ça là, mais c'est pas de votre choix. C'est dans la zakat al-fitr. Dans la zakat al-fitr. La zakat al-fitr que vous allez donner pour purifier votre jeûne, c'est des nourritures. Et ça commence par les nourritures que nous avons l'habitude de prendre le jour de la fête. Comme chez nous ici, nous prenons le riz, le poulet, riz. Non, les viandes ne sont pas concernées parce que c'est des choses à prendre comme mesure. Peut-être nous allons en arriver là-bas pour la zakat al-fitr. Et c'est des nourritures. Nous avons l'habitude de préparer le riz. D'autres préparent les djewa, etc. comme nous avons l'habitude de le faire chez nous. Alors, on donne le maïs. D'autres on donne d'haricots, gari, donc comme les gens gari pour le jour de la fête. Bon, il y a des gens qui préparent le pilon. Le pilon. Donc c'est tout d'abord les nourritures que nous avons l'habitude de prendre le jour de la fête. Chez les Arabes maintenant, vous allez voir, ils vont donner les dattes parce que c'est les dattes qui mangent suffisamment le jour de la fête avec leur viande, donc ils accompagnent avec la date, ou bien quelques céréales chez eux qu'on est chez eux. Donc, pour nous dire, c'est des nourritures que nous donnons, les vivres que nous donnons, et c'est pas mesure. C'est pas mesure. Oui. Alors, avant de venir aux mesures, dites-nous, pourquoi on ne peut pas offrir, par exemple, un mouton, un poulet, des poissons? Pourquoi on ne peut pas offrir de la viande? Bon, vous savez, l'islam a sa tradition et ses lois. Je pense que pour le mouton, les bêtes, le poulet, comme vous l'avez dit, quelqu'un peut lui donner, il peut donner, mais ce n'est pas de la zakat al-fitr. C'est ça qui fait la différence. C'est pas dans le registre de la zakat al-fitr. Non. Si vous voulez réellement donner la zakat al-fitr, il y a, parce que nous avons dit, c'est le but d'accompagner le pauvre musulman. Quelqu'un qui n'a pas encore de l'argent pour acheter du riz et vous lui donnez un mouton, vous l'avez créé de problèmes. Il va commencer par chercher comment trouver de l'argent pour acheter de l'oignon, d'huile, etc. Mais il ne peut pas manger la viande comme ça. Mais lorsque vous lui donnez du riz, même s'il n'a rien, même pas viande, il peut quand même préparer et faire nourrir sa famille et quand même rester en joie.
Donc c'est la logique de l'islam. Et pour accompagner le musulman à bien fêter, pour qu'il ne se sente pas aussi pauvre le jour de la fête, alors que ses frères sont là en train de se faire. Alors que ces frères sont là, nous tournons progressivement vers la fin. Est-ce que, vous parlez tout à l'heure des mesures, est-ce qu'il y a une quantification spécifique? Est-ce que pour faire la zakat al-fitr, est-ce que je ne peux pas donner 20 kilos de riz par exemple à quelqu'un? Est-ce que je ne peux pas donner peut-être 100 kilos de riz à quelqu'un? Est-ce que quand je le fais, j'excède ou bien je ne suis plus dans la zakat al-fitr? Oui, pour rester dans la logique de la zakat al-fitr, nous avons ce que nous appelons ça, ou bien ce que nous appelons moud. Ce sont des mesures. Donc, vous allez à Zongo, ça se vend partout. Mais les gens ont l'habitude de prendre la main. Si vous prenez votre main, 4 fois, ça devient ça. Et ce que nous donnons, c'est exactement égal à 2,40 kg. Grammes. 2 kilos. Donc, je dois donner environ 2 kilos. 2 kilos. Au moins 2 kilos, vous allez donner. 2,5 kilos chez certaines personnes. De toute façon, si vous prenez. Donc, si je donne 3 kilos, c'est plus la zakat fitr. C'est plus la zakat fitr. Alors, vous donnez en tant qu'aumône. Mais vous donnez pour vous et pour votre famille. Disons que vous avez des enfants avec vos 3 enfants. Vous-même, vous donnez 2 kilos. Vous donnez pour votre femme 2 kilos. Vous donnez pour tous vos enfants 2 kilos. Donc, partout, avec la totalité de la famille, on totalise le nombre de kilos que vous donnez. Pour une famille qui sont 5 dans la famille maintenant, les enfants et la femme, tout, 2 kilos fois 5, c'est déjà quand même une grande quantité. Donc, on peut donner ça à une seule personne, pauvre, et aussi on peut partager entre quelques personnes pauvres musulmans selon le besoin. Dernière question, est-ce que lorsque je fais la zakat al-fitr dans une famille, est-ce que je la fais au chef de la famille ou je peux la faire individuellement à chaque membre de la famille? Bon, au fait, faites individuellement. C'est-à-dire, je prends une maison, par exemple, il y a papa, il y a maman, il y a les oncles et tout, mais je décide d'offrir mes 2,5 kg à papa, à maman, aux enfants, chacun 2,5 kg. Non, la meilleure des choses, c'est de donner cette quantité à une personne pour que la famille se sente à l'aise. C'est-à-dire au chef de famille? Au chef de famille, et c'est bon, parce que la famille est soudée, elle est ensemble, donc ils vont préparer ensemble pour manger. Mais le fait de départager, c'est tout comme vous départagez encore la famille, chacun va dire c'est pour moi ça, ce n'est pas pour vous ça. Donc, pour accompagner, pour l'amour de l'islam, vous donnez au chef de la famille qui est responsable de la famille. Et bon, en fait, c'est lui qui doit prendre la responsabilité d'acheter les choses. Alors, si vous lui donnez, il est quand même soulagé pour que les mamans ne cachent pas encore pour demander de l'argent. Merci à vous, Bachir Oulassisi. Je rappelle que vous êtes islamologue, secrétaire général de l'Association mondiale de l'appel à l'islam. Vous êtes également commissaire à l'éducation au sein de l'Union islamique du Bénin. Chers amis internautes, nous passons à présent au débat de ce matin sur Free Matin. Le débat de ce matin sur Free Matin, Isseka Kochoni, bonjour. Oui, bonjour Kader. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes face à notre ami de tous les temps, Mathias Sossou, bonjour. Bonjour, chers confrères. Merci d'être toujours à nos côtés. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien Le Gongoneur. Vous êtes face à Isseka Kochoni, qui est directeur de publication de Nouvelles Mutations. Hier, c'était la célébration internationale de la liberté de la presse. D'entrée de jeu, nous allons parler de nous-mêmes. Alors dites-nous, Mathias Sossou, comment appréciez-vous la liberté de la presse au Bénin depuis 2016 à ce jour? C'est un bilan un peu difficile que vous me demandez à faire parce que depuis 2016, nous avons constaté que les choses vont un peu... En dents de scie, c'est ça? Je dirais en dents de scie, oui, parce que on ne reconnaît plus la gloire qu'on connaissait au début de notre accession à la démocratie dans notre pays. Mais je crois qu'avec l'évolution des temps, les choses vont de mieux en mieux, je dirais, parce que si on fait le décryptage, on constate qu'il n'y a pas assez de journalistes qui sont privés de liberté. Mais on doit savoir aussi dans le monde des médias que là où s'arrête, sinon là où commence la liberté de quelqu'un doit s'arrêter, ou bien là où s'arrête la liberté de l'autre, il doit avoir une autre liberté qui doit commencer. Ça veut dire que quelque part, si les choses sont respectées, chaque chose se fait dans son contexte, je crois qu'on ne doit plus parler de manque de liberté dans les médias aujourd'hui, parce que
nous nous portons mieux et nous sommes fiers d'être journalistes béninois. Et seulement que quand on fait le bilan à l'international, on constate que le Bénin a régressé. Alors, cette régression dont parle Mathias Sossou, elle est liée un peu au classement de Reporters sans frontières, mais dites-nous, Issaka Kotjouni, est-ce que cette régression n'est pas due à une avalanche de réformes qui ont été effectuées pour un peu conformer le monde des médias avec les nouveaux médias dont Internet? Oui, je pense que vous avez déjà répondu à la question, qui est laquelle il y a les réseaux sociaux qui ont contribué à cette régression. Parce que le confrère vient de le dire, aujourd'hui, on n'a pas des journalistes qui sont emprisonnés. Qu'on dise que nous sommes 114e cette année, 113e l'année dernière. Il y a un quoi qui est là. Seulement, ce sont les réformes qui ont été menées par le pouvoir en place qui nous amènent aujourd'hui à penser qu'au Bénin, il n'y a pas la liberté de presse. La preuve, tout à l'heure, je vais dire mon opinion. Et je ne suis pas sûr qu'à la fin, on va m'arrêter en bas. Non. D'où, ce sont les réformes-là qui sont d'une manière ou d'une autre appliquées. Et on voit que non, c'est des réformes qui empêchent aux journalistes de parler, de dire ce qu'ils pensent. Est-ce que vous ne pensez pas que ces réformes viennent un peu, comme le disait le chef de l'État, il faut que chacun soit libre de ce qu'il pense, mais responsable de ce qu'il pose comme acte? Mais naturellement, dans la société africaine, chez nous-mêmes, lorsque vous dites quelque chose, il faut assumer. Vous ne pouvez pas dire on a détourné tel, et on va t'appeler pour dire, mais voilà, tu as dit telle personne a détourné, vous serez incapable de justifier. C'est des réformes. Mais avant, on fermait les yeux. Le Bénin, n'oubliez pas que le Bénin a été le premier en Afrique en matière de liberté de presse en 2002, non? Oui. Mais c'est à partir de 2016 où il y a un autre régime qui est venu. Et de 2002, il y a eu 2006, il y a eu 2006-2011. Mais jusqu'à aller à 114, je ne suis pas sûr qu'on a eu ça encore au Bénin. Et le Bénin, derrière le Burkina, le Togo, le Niger, dont on était toujours en avance. Mais aujourd'hui, cela nous dépasse. C'est conformément aux réformes qui sont désormais opérées par les régimes en place. Sinon, aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'un journaliste est en prison. Même s'il y a des télévisions, s'il y a des gens qui sont incapables de pouvoir dire ce qu'ils pensent. Je vous donne le cas de Bédior. Aujourd'hui, j'ai dit la fois dernière qu'on pouvait le loger à la Criette. Il continue de faire des va-et-vient pour ses propos. Et c'est en fonction de ces réformes-là qu'il est en train de subir. Comme dans l'autre régime, vous dites ce que vous voulez, on ne vous regarde même pas. Il y a un chef d'État qui a dit au Bénin ici que écrivez ce que vous voulez. Si ça va vous nourrir, allez, écrivez. Écrivez ce que vous voulez, si ça va vous nourrir. Dit, non, vous ne pouvez pas écrire, vous écrivez, vous répondez. Voilà. Alors, vous suivez tout à l'heure la belle comparaison qu'évoque Issaka Kotjouni. Un chef d'État dit, si vous écrivez quelque chose de mal, vous en répondrez. Un autre dit, écrivez ce que vous voulez, si vous voulez, tant que ça vous nourrit, il n'y a pas de problème. Est-ce que le fait que nous avons décidé de ne plus promouvoir l'impunité ne contribue pas également à ce qui est ce changement de paradigme? Est-ce que les deux chefs d'État qui ont dit ça ont les mêmes tempéraments? Je crois que non. Parce que l'ancien chef d'État, je crois, c'est le général Mathieu Kérékou, qui l'avait dit au cours d'une interview. Il était descendu, il revenait d'un voyage et les journalistes l'ont approché à propos d'un sujet qu'un journal a abordé dans sa parution du jour. Et il disait mais que si ce n'est que ça, pour lui permettre de se nourrir, et qu'il croit qu'il vaut mieux le laisser continuer son travail. Maintenant, quand l'actuel chef d'État, le président Talon, vient mettre le journaliste devant ses responsabilités pour dire que si un journaliste public quelque chose, il doit être responsable de ce qu'il fait et il doit en répondre. Je crois que c'est pour situer davantage les responsabilités. Il n'accepte plus le désordre dans ce domaine, puisque c'est nous-mêmes qui l'avons établi. Parce que nous avons dit, il y a d'abord un adage populaire qui dit que si tel que vous êtes ne vous convient pas, vous êtes obligé d'adopter une position qui ne vous plaira plus. En tout cas, vous êtes obligé, vous êtes contraint quand même de rester dans une position que vous n'allez pas, certainement apprécier. Mais les réformes dont il a parlé, ce n'est pas Talon qui a initié ces réformes.
il y a beaucoup de textes, beaucoup de lois qui ont été votées sous Kérékou. Ces lois-là sont mises en veille. Quand Talon est venu, qu'il a commencé par les appliquer. Donc on ne dira pas que c'est lui qui est venu compliquer davantage la vie aux journalistes. C'était en préparation. C'était en préparation et il est venu à achever. Il est venu achever. Alors, je me retourne vers Issaka Coutinho avant de revenir vers vous. Dites-nous, aujourd'hui, lorsque vous regardez la presse béninoise, est-ce que vous en êtes fiers? Lorsque vous voyez tous ceux qui se font appeler journalistes, est-ce que vous êtes fiers de vous appeler également journaliste? Bon, pour être honnête, ce n'est pas une manière de jeter de l'anathème sur qui que ce soit. Vous prenez quelqu'un qui finit l'université et finit licence maîtrise, il regarde à gauche, à droite, je n'ai rien à faire, j'écris mon journal. Pour être honnête, je ne suis pas fier de certains organes, vu leur parcours, parce qu'on ne se lève pas un jour pour dire je suis journaliste. C'est un processus. Moi, je me rappelle, j'étais très petit quand mon DG m'envoyait vers les doyens. Mais aujourd'hui, vous voyez des gens avec qui vous avez fait l'université, brutalement, vous apprenez qu'il est devenu directeur de publication. Brutalement. Brutalement. On ne sait pas par quelle alchimie. Et je pense que la HAC est en train de jouer son rôle désormais. On ne peut pas vous donner la carte de presse sans connaître votre parcours. Vous ne pouvez pas créer un journal sans donner les preuves que vous êtes dans le corps il y a 10 ans. Mais il y a des gens qui ont fait 1 an, 2 ans, devant, ils créent leur ordinateur, ils ont un petit ordinateur, ils se disent, d'où je ne suis pas fier. Il faut, lorsque vous exercez un métier, il faut en être fier d'exercer et être professionnel dans le domaine. Beaucoup ne sont pas professionnels aujourd'hui. Mais aujourd'hui, que faut-il faire selon vous? Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, non seulement qu'il faut sanctionner comme le pouvoir a décidé de sanctionner. Il faut un gendarme. Oui, il faut un gendarme. Et c'est ça la HAC a commencé par faire. Lorsqu'on vous convoque, j'aurais appris, je ne suis pas encore allé là-bas, lorsque quelqu'un vient se plaindre à la HAC pour dire, ah, voilà, telle personne a écrit contre moi, on vous demande, on vous interpelle, on dit, mais où est votre carte de presse? Vous n'en avez pas, on vous dit, sortez, non, on ne vous reconnaît pas. Quelles sont les preuves que vous êtes journaliste? On dit, on ne vous reconnaît pas. Allez, gérer ça devant la justice. Mais dans un passé récent, tout le monde écrit ce qu'il veut, on fait ce qu'on veut, non? D'où, d'une manière ou d'une autre, le pouvoir est en train même de laver l'image de la presse béninoise. Le pouvoir est en train de laver l'honneur de la presse béninoise. Est-ce que vous partagez cet avis, Massia Sossou? Est-ce que vous, avec tant d'années d'expérience et d'expérimentation, j'allais dire même de la pratique journalistique au Bénin, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes fier de cette corporation? Est-ce que lorsque vous regardez derrière vous, est-ce que vous pensez que la relève sera assurée avec qualité, avec efficience? D'abord, je vais noter que si je n'étais pas fier d'être journaliste béninois, j'aurais déjà déserté les lieux. Je n'accepterais plus d'être appelé journaliste parce que j'aurais déjà choisi une autre branche. Ça veut dire que quelque part, le journaliste se porte mieux au Bénin. Et, mis à part les couacs qu'on enregistre dans le métier, il n'y a pas de métier sans difficulté, sans rancune. Et ce qui est sûr, c'est le lavage, comme on le dit, en notre sein qui va nous permettre en tout cas de laver un peu l'écurie. Si aujourd'hui nous sommes fiers de nous appeler journalistes, c'est quand même grâce aux autorités qui sont chargées de mettre en application les tests. Et tout à l'heure, mon confrère, mon vis-à-vis vient de dire que quand on vous convoque à la HAC et que vous ne vous présentez pas avec votre carte de presse, la HAC ne vous reconnaît pas. Ça veut dire que quelque part, il y a un début de commencement. Mais il y a aussi que certains organes de presse sont créés sans même autorisation. Ils sont lancés sur le terrain, ils publient des papiers. Est-ce que je dirais papier? Ils publient même des tracts parce qu'ils ne sont pas autorisés, ils ne sont pas enregistrés. Mais qui est-ce qui permet ça? Et les politiciens. Il y a des politiciens que vous connaissez, avec qui vous travaillez régulièrement, mais que subitement, vous voyez dans ces journaux-là, dans ces paperasses-là, leurs images, leurs interviews, tout ça là. Et ça veut dire que quelque part, eux aussi, ils approuvent, pourvu qu'eux, ils passent dans leur paperasses. C'est ce que nous déplorons toujours. Des journaux qui sont créés à la veille des élections, qui n'ont même pas d'autorisation, qui paraissent régulièrement, et puis après les élections, ils disparaissent. Tout ça là, c'est les politiciens qui encouragent ça. Parce que parfois, l'agent qui prévoit, par exemple, pour faire la communication autour de leur candidature, ils préfèrent mettre ça à la disposition d'un organe qui font créer juste le temps de ces élections-là pour disparaître après. Maintenant, que faut-il faire pour y pallier avant qu'on passe au sujet suivant? Je dirais, ce sera difficile. Ce sera difficile parce que les tests qui régissent la création des organes de presse au Bénin ne demandent pas trop
en dehors de ce que les autorités de la HAC sont en train de faire. On ne peut pas se lever pour aller fermer, encore qu'on ne les connaît même pas, on ne les identifie même pas. Comment peut-on aller? Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, le gars reste dans sa chambre, il sort un journal et il envoie. Et les gens voient que c'est un journal, alors que dans les kiosques, ça ne se trouve pas. On ne trouve pas ces journaux-là dans les kiosques. On reste dans sa chambre, dans la chambre à coucher parfois, avec son ordinateur ou bien avec sa tablette. On envoie les organes de presse, on envoie des journaux sur les réseaux sociaux et qui ne sont même pas au kiosque. Voilà. Merci à vous, Mathias Soso, pour ces analyses. Et c'est là que Kotoni, ce sont les collines. Oui. Voilà, le procureur spécial après la Cour de répression des infractions économiques et de terrorisme a dit, suite à une découverte de 70 000 cartouches de calibre 12 dans la circulation sur le tronçon Saval-Bantais, il a fait des déclarations, il a animé un point de presse. Est-ce que vous avez suivi ce point de presse et quels ont été les sentiments qui vous ont animé après avoir appris qu'il y a eu un accident et qu'il y a eu une pareille découverte? Bon, j'ai suivi le point de presse et je ne suis pas ici ce matin pour jouer le rôle d'un juge. Justement, les faits sont sacrés, voilà, mais les commentaires sont libres. Très bien. Moi, j'ai suivi le point de presse et à la fin, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas au Bénin dans notre pays. Qu'est-ce qui ne marche pas? On a de sérieux problèmes. On a le problème de la sécurité. Je ne parlerai pas de terrorisme, d'attentats et consorts. Prenez les trajets suivis par le véhicule. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, je suis de la zone. Lorsque vous quittez Aboro, vous tombez à Prékété. Celui qui quitte Camboli tombe à Prékété, où il y a un pont de péage. Le véhicule a pris par tous ces endroits-là, sans être intercepté. On quitte, écoutez, on quitte Prékété, on revient, on tombe à Okutaosé, Pira. Il y a la police à Pira. La police de Pira n'a pas pu dire, il faut qu'on fouille ce véhicule-là. De Pira, on tombe à Banté, où il y a encore la police. On n'a pas pu trouver tout ça. Et c'est après Agbon, pour ne pas dire, parce que vous voyez Agbon, après Agbon, vous allez à Gouka avant de pouvoir intercepter ce marchandise illicite. Je pense que moi, mon pincement de cœur, c'est par rapport à la sécurité. Je suis étonné que ce trajet effectué par le véhicule, qu'on traverse tous ces endroits, et s'il n'y avait pas d'accident, ça veut dire que le produit pouvait atteindre la destination. Mais une telle cargaison, selon vous, devrait servir à quoi? Pourrait servir à quoi? Bon, au fait, je ne suis pas chasseur, je suis journaliste. Mais est-ce que selon vous, parce qu'il y a des compatriotes natifs de la localité comme vous qui disent que des cartouches du genre circulent habituellement dans la zone, et donc pour eux, c'est une lapalissade? Qu'on le veuille ou pas, la zone, il y a beaucoup de chasseurs. Moi, mon oncle est un chasseur. Et il utilise ces calibres-là pour aller tuer les perdus pour nous. Donc si les gens disent que c'est récurrent dans la zone... Vous allez à la chasse aussi avec lui? Bon, quand il était petit, j'allais à la chasse. Là, nous, on allait à la chasse tuer les lapins qu'on sort. Avec les calibres 12 là? Avec les calibres 12 là, oui. C'est pas, peut-être mes déclarations peuvent m'écouter, mais c'est normal. Moi, j'ai mon oncle qui est chasseur. C'est pas chasseur peut-être pour aller tirer, pour recruter ou quoi, mais lui, on allait tuer les agoutis pour manger. Et ce sont ces calibres-là qui tuent. Ce sont les calibres-là qui tuent. Assimiler peut-être, oui, je le dis, assimiler cette cargaison de cartouches retrouvées à peut-être à un acte de terrorisme ou quoi. Moi, à ce niveau encore, j'ai du pincement de cœur, j'ai du couac à ce niveau. Je reviens par rapport au sujet Isaka Kotoni. Mathias Soso, vous avez suivi Isaka Kotoni qui a eu à quand même utiliser ces calibres-là pour la chasse quand il était très jeune. Dites-nous, lorsque vous avez appris l'information, quelles ont été les émotions qui vous ont animé tout de suite? Est-ce que vous étiez inquiet? Est-ce que vous étiez surpris? Est-ce que vous étiez affolé? Non. Et lorsque j'ai suivi le procureur, ça ne m'a rien dit parce que moi je me suis dit, mais quelque part, comme il a commencé, il y a un problème de sécurité qui se pose dans notre pays. Et il paraît que le véhicule serait venu en tout cas, les marchandises seraient venues du Togo, parce que j'ai cru entendre. Je crois qu'entre le Togo et le Bénin, il y a quand même une barrière, il doit y avoir une douane. Et aujourd'hui, il y a les scanners un peu partout. Je ne sais pas s'il y en a encore à cette frontière là-bas. Mais ce qui est sûr, des douaniers sont restés en poste là. On devait même déjà commencer par punir ces douaniers-là jusqu'à arriver à Gouka. Les forces de l'ordre qui sont restés sur la ligne là. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'un minibus qui transporte ces marchandises-là puisse passer inaperçu sur toute la ligne jusqu'à arriver, faire accident.
Ça veut dire que c'est Dieu qui est avec nous. Si le véhicule n'avait pas fait accident pour qu'on intercepte ces marchandises-là, c'est que ce serait difficile dans la nature. Et puis après, heureusement qu'on n'a plus d'élection à faire. Sinon, on va constater les dégâts avec les chasseurs dont on parle aujourd'hui. Puisque c'est parce qu'ils étaient en panne de matériel que ça n'avait pas porté. Parce que j'ai suivi quand même une visioconférence à l'international où des gens ont déclaré que ces chasseurs-là manquent de moyens. Peut-être que c'est ça qui a abouti à cette... Donc vous pensez qu'on est en train d'envoyer les moyens maintenant aux chasseurs? Puisque tout le monde a appris que les compatriotes béninois ont fait réunion à l'extérieur et ont estimé qu'il manque de moyens aux chasseurs, qu'il faut leur donner des moyens. Et après les élections, ça ne fait même pas un mois, ou bien à peine un mois, et on retrouve un véhicule accidenté qui est chargé de ces produits-là pour quand même faire la... Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une cargaison qui est destinée à être livrée aux chasseurs pour leur chasse habituelle, les pèderies, les buffles? Les calibres qui ont tué pèderies, là, peuvent tuer un homme. Ce n'est pas réservé spécialement aux pèderies, ni aux lapins, aux antilopes. Ça peut tuer un homme. Ça veut dire que quelque part, nous sommes toujours en danger. Nous sommes toujours en danger. Alors, ici, à la continue, il y a une question spéciale à votre endroit. On parle aujourd'hui des chasseurs. Ça vient beaucoup plus dans l'opinion publique nationale et internationale. Ils sont traités comme des canevas à travers lesquels on peut recruter pour une rébellion au Bénin. Vous qui êtes fils de chasseurs, qui avez côtoyé les chasseurs, est-ce que vous pensez qu'ils sont de si faible esprit pour être enrôlés dans une telle cause politique? Moi, je pense que le pouvoir a déjà réglé ce problème-là. S'ils sont faits pour jouer ce rôle, ils vont en répondre. La preuve, ceux qui ont commis des actes lors des élections sont poursuivis. Mais je m'en doute fort que vous allez aujourd'hui vers mon nom pour dire on veut te recruter, pour que tu deviennes policier, chasseur, pour affronter, on ne sait jamais. Il va accepter, il ne va pas accepter. Maintenant, ceux qui acceptent ou bien ceux qui ont accepté vont en répondre. Mais qu'on le veuille ou pas, les chasseurs là aussi sont des forces que le pouvoir peut utiliser pour lutter contre l'insécurité. Là où le policier peut aller échouer, les chasseurs peuvent aller prendre. Il y a des chasseurs sur lesquels... Mais pourquoi on a cet amour particulier aux chasseurs? Quelle est la spécificité? Non, c'est parce qu'ils sont forts. Ils sont forts comment? Chimiquement, oui. Vous ne pouvez pas tuer un chasseur comme un vil individu, tirer sur lui. Non, ça ne lui dit rien. Soit votre balle tombe en même temps, soit ça ne marche pas, soit c'est l'eau qui sort. Moi, il ne faudrait pas que je parle à la fin, on m'interpelle pour dire de nous montrer les chasseurs que tu connais comme ça. Il faut qu'on le veuille ou pas. Moi, j'ai côtoyé beaucoup les chasseurs. Mon mémoire de maîtrise portait sur les chasseurs. Ces chasseurs qui sont un peu dans la zone, je les connais un peu. Mais ils ne m'ont jamais dit qu'ils sont les policiers chasseurs. Moi, je suis allé pour des recherches et j'ai pu les rencontrer qui m'ont fait des témoignages que dans la... Mais vous suggérez que l'exécutif puisse prendre en compte les chasseurs pour lutter contre l'insécurité. Oui. Même on parle des marchandises qui ont pris par des frontières dont on n'a pas pu arrêter là. Je pense qu'un chasseur qui se positionne, et on sait que tout ce produit l'interdit peut voir ça rapidement. C'est un don ou bien c'est une maîtrise, je ne sais pas. Parce que beaucoup m'ont dit qu'ils vont dans la forêt et ils rencontrent des esprits qui leur donnent des pouvoirs. Ils rencontrent des esprits. Est-ce que vous avez rencontré aussi des esprits par le passé? Non, moi je ne suis pas chasseur, je ne veux même pas en rencontrer. Vous ne voulez pas en rencontrer. Alors, une dernière question avant de retourner vers Mathias Sossou, nous tournons progressivement vers la fin. On a parlé de cartouches, vous avez dit que vous en avez utilisé, par exemple, lorsque vous étiez enfant pour la chasse. Mais est-ce qu'il y a des boutiques où on vend ces cartouches? Ou bien c'est un marché noir dans lequel il n'y a que les initiés qui savent où on achète ces cartouches? Oui, c'est ça, j'ai dit tout à l'heure. Il faut se méfier aussi de ce pouvoir-là. Parce que lorsque vous êtes en période où les gens mènent des investigations, il faut contrôler ses propos. Et vous l'avez dit tout à l'heure, lorsque vous dites quelque chose, il faut être capable d'en répondre. De prouver? Oui, de prouver. Il y a certaines personnes qui vont au Ghana et ils viennent tels qu'ils ont fait à Goua ou bien Gouka là, on dit c'est l'huile, c'est caché là. Moi, je ne veux pas aller en profondeur, sinon je pourrais dire, toujours quand j'étais petit, pour ne pas dire mon papa, ça a été son commerce. Il est resté au Ghana, c'est là il est décédé. Il vient au Bénin avec des cartouches. Mais vous ne pouvez pas savoir. Il m'a dit, il arrive même au niveau des frontières où les douaniers sont obligés de dormir. Lui passe, on ne les voit pas. Parce que c'est le chasseur qui passe. Oui, c'est le chasseur qui passe. Ils sont très puissants, les chasseurs, Mathias Sossou. Avant de finir, dès qu'il y a des boutiques qu'on vend ça au Bénin, je ne suis pas sûr. La police les aurait interceptés déjà. Mais ces cartouches sûrement viennent des pays frontaliers, le Ghana, le Togo et comme ça. Ghana est à côté du Togo.
Si vous prenez votre marchandise au Ghana, vous tombez au Togo. Et pour que ça arrive au Bénin, ça n'applique pas tel que vous êtes en train de dire là. Alors, vous avez suivi Mathias Sossou Isaka Kotouni qui a fait quand même une belle démonstration. Nous parlons de cartouches. Est-ce que vous pensez que c'était une marchandise destinée à approvisionner les chasseurs de coin pour leurs activités habituelles? Est-ce que c'est une routine ou peut-être c'est une coïncidence malheureuse qui affole? Moi, je ne pense pas qu'il y ait un marché ou une boutique où on doit apprendre normalement ce genre de choses. Et si le commerce se fait dans la région, ça doit être de façon illicite, comme ils font la drogue. Ça doit être vendu nécessairement comme ils vendent la drogue. Sinon, celui qui vend ces produits ne doit pas le faire à visage découvert. Il n'y a pas d'autorisation qu'on puisse donner à quelqu'un pour faire ce commerce-là. Maintenant, si dans la zone-là, les chasseurs ont permis aux gens de pouvoir faire ce commerce-là, je crois que ça doit être de façon très très cachée. Mais avec cette cargaison que moi je constate, je ne pense pas que ce soit destiné seulement aux chasseurs pour aller tuer des perdrix, hein, parce que c'est déjà de trop, près de 70 000 cartouches. Si c'est vraiment pour aller tuer les perdrix, comme le dit mon vis-à-vis, je crois que il n'y en aura plus dans la forêt. Il n'y en aura plus dans la forêt. Il n'y en aurait plus dans la forêt. Merci à vous, Mathias Sossou. Dernière question avant de clore ce débat. Est-ce que vous pensez, comme ici à Kakotouni, qu'il faut que l'État puisse collaborer avec ses chasseurs pour contrer le phénomène de l'insécurité au Bénin? Non. Parce qu'ils sont très forts, paraît-il. Est-ce que vous avez des chasseurs dans votre localité aussi? Voilà. Je me demande pourquoi les chasseurs de cette zone-là de notre pays se sont rendus aussi célèbres, parce que nous avons des chasseurs un peu partout, et tous les chasseurs, en tout cas les chasseurs professionnels, ont de pouvoirs mystiques. Je ne pense pas que ce soit seulement les chasseurs de ces zones-là, Banté, Tchaourou, Savé, qui sont si puissants que il ne peut pas... Vous défendez vos chasseurs aussi? J'ai des chasseurs. On a des chasseurs un peu partout dans le pays. Maintenant, ce qui a fait cher René, oui, pas un chasseur qui a dans la chasse. Le chasseur qui est à Cotonou, c'est pas nécessairement dans la ville de Cotonou, c'est dans les confins. Il y a les zones où il y a des animaux, il y a des perdrix un peu partout. Même dans ma ferme, il y a des perdrix. Et des chasseurs viennent chasser là. Ce qui a rendu célèbre ces chasseurs dont on parle dans cette zone-là, c'est les actes de rébellion et de terrorisme qu'on a constaté pendant les élections. Parce qu'ils se sont rendus disponibles aux politiciens pour leur miette qu'on leur tend, pour qu'ils puissent aller affronter vous n'êtes pas sans savoir que pendant les élections passées, il y a eu des chasseurs qui ont affronté les chars et les fusils d'assaut que l'armée béninoise a utilisé là-bas. En tout cas, les chasseurs de cette région, mais il faut savoir que ces zones sont récurrentes à travers les actes là, c'est parce qu'il y a beaucoup de forêts là-bas. Ils sont des agriculteurs. C'est la question. Est-ce que ce n'est pas eux-mêmes? Pour un chasseur qui a Cotonou, il a la chasse où? Ici, il est à Cotonou, il n'est plus chasseur. Merci à vous, chers invités. Le temps qui nous est imparti est assez court. Merci à vous. Je rappelle que c'était à l'instant Mathias Sossou, directeur de publication du quotidien Le Gongoleur, qui était face à Isiaka Kotouni, directeur de publication de Nouvelles Mutations. Chers amis internautes, comme vous le comprenez si bien, il y a encore assez de choses à dire. Nous allons les retrouver peut-être un de ces 4 jours. Merci à vous pour l'attention. Nasrine Fatoui va s'installer à présent pour révéler les prévisions astrologiques du jour. Mardi 4 mai 2021, amis internautes, bonjour et bienvenue sur le message des astres béliers. En ce moment, vous subissez un peu trop de stress. Ce n'est pas en ruminant que vous allez améliorer les choses. Impression de frustration possible. Chers taureaux, journée sans nuages, vos initiatives seront appréciées par les membres de votre famille. Vous serez plein d'attention pour vos proches et vous saurez être à l'écoute de ceux qui ont besoin de vous. Amis Gémeaux, vous ne recevrez que de bons aspects planétaires et vous chercherez comment vous dégager d'une responsabilité encombrante. Des opportunités en relation avec l'étranger pourront se présenter. Natif du signe Cancer, dans le domaine de l'argent, il faudrait apprendre à mieux placer vos économies afin qu'elles se rapportent davantage. Prenez le temps de tenir vos comptes à jour et mettez un peu d'or dans vos papiers.
Vierge, vous avez besoin de changer les idées. Attention cependant, et même si vous êtes sur la bonne voie, continuez vos efforts. Votre situation professionnelle ne devrait pas évoluer dans les jours qui viennent. Amis Balance, on pourrait vous confier une tâche particulièrement délicate au cours de cette journée. Ce sera une excellente occasion de faire enfin vos preuves. N'hésitez pas, faites-vous confiance et prenez le temps nécessaire. Scorpion, vous entrez dans une période qui s'annonce animée. On fera appel à vos compétences et votre ambition sera en nette hausse. La patience et la détermination seront vos atouts principaux. Chers Sagittaires, grâce à votre conscience professionnelle, vous éviterez de faire une erreur de jugement et si votre supérieur ne s'en rend pas compte immédiatement, on vous en sera reconnaissant dans l'avenir. Capricorne, journée assez ordinaire, ne vous laissez pas aller. Vous devrez faire preuve d'une volonté de faire tout en restant aimable avec votre entourage. Avant-dernier signe du zodiaque, amis Verseau, des solutions existent. Faites part de vos intentions à votre partenaire et vous trouverez ensemble les meilleures solutions pour affronter toutes les épreuves qui se dresseront sur votre chemin. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, la vigilance est de rigueur. Ne vous laissez pas influencer par certains de vos collègues, pas toujours bien intentionnés. Vous pourrez y perdre beaucoup. C'est tout, chers internautes, pour le message des astres de ce mardi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Passez une excellente journée de travail en compagnie, bien évidemment, de nos programmes télé sur Horizon TV. On se retrouve demain mercredi. Plage au ciel, portez-vous bien et à très bientôt.